pensais que tout le monde avait des pouvoirs. Mhm. Mais je pense que du coup c'est parce que je regardais beaucoup de dessins animés et tout, mais je pensais que tout le monde avait des pouvoirs et que c'était caché quoi. Et donc on avait tous un pouvoir inné et que je comprenais pas pourquoi les gens le développaient pas. Ça c'était une vraie croyance. C'était parce qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Casse Départ, l'émission trait d'union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour tout le monde. Salut à tous et à toutes. Bon, comment ça va ? Bah ça va très bien. C'est une deuxième émission qu'on tourne, du coup je suis content. Ça reprend. Saison 3 ? Saison 3. Dans l'émission précédente, on avait parlé de vivre comme un shonen avec Cola. Et on avait un petit peu parlé de mindset et un petit peu parlé de croyances. Je crois qu'on n'a pas utilisé le mot. Si, un peu, mais on l'a pas développé plus que ça. Et puis on avait, notamment, on avait un peu développé sur le mot mindset, tout ça. Et en fait, les croyances, c'est une thématique dont j'ai envie de parler depuis longtemps. Parce que c'est vraiment une des bases. En tout cas, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours en connaissance de moi-même, et un truc qui m'a un peu retourné la tête quand j'ai commencé on va dire le développement personnel, mais l'apprentissage du coaching, tout ça. Et donc voilà, au début, je pensais juste faire une petite capsule pour expliquer ce que c'est une croyance, et puis je me suis dit, allez, on fait une émission, et puis quand j'ai commencé à bosser dessus, je me suis dit, oui, peut-être même 2. Voilà. Donc... J'avoue, on a vu le conducteur, je fais, waouh, il est drôle ça. Non, c'est vrai c'est un vrai conducteur, tu vas pas te perdre en route. Hein. Ah ouais, non, bon, après on verra, on n'est pas obligé de parler de tout dans une seule émission, tout ça. Et puis peut-être aussi qu'il y aura des fenêtres qui nous feront nous dire, on en parlera dans une autre émission. Mais voilà, c'est important de commencer en tout cas à en parler. Et donc, pour tous les gens qui se disent les croyances, ouais, ok, ça n'a pas l'air ouf. On va expliquer un petit peu. Je sors les définitions. Alors, qu'est-ce que c'est une croyance ? Selon le Larousse, c'est donc le fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse, croyance en Dieu, croyance aux fantômes. Il y a une deuxième définition qui dit que c'est ce qu'on croit, logique, opinion professée en matière religieuse, philosophique, politique, respecter toutes les croyances. Et du coup, je suis allée regarder les définitions du mot « croire », et là, il y en a un peu plus. Il y a tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé, convaincu. Deuxième définition, tenir quelqu'un pour sincère, se fier à lui, croire quelqu'un sur parole. Troisième définition, tenir quelque chose pour possible, l'envisager par la pensée, penser, supposer. Je crois bien qu'il va pleuvoir, par exemple. Il croit pouvoir y arriver tout seul. Quatrième définition, avoir telle opinion, tel jugement sur quelqu'un ou quelque chose, je crois qu'il est intelligent. Cinquième définition, imaginer quelque chose, en avoir l'impression. C'était comme dans un rêve, je croyais marcher sur l'eau. Donc moi, par rapport à la notion de développement personnel, connaissance de soi, j'ai surtout noté la notion de certitude, de conviction, parce que je pense que c'est l'émotion la plus forte dans une croyance. La foi aussi, hors religion, au-delà, enfin dans la religion et au-delà. La notion de vérité, c'est quelque chose qu'on tient pour vrai, dont on est persuadé qu'on est vrai, mais que c'est vrai, mais à travers nos filtres en fait. C'est pas forcément une vérité absolue et applicable à tout le monde. Même nos expériences. Oui. Et donc aussi la notion de jugement, dans le sens où on porte un jugement sur le réel qu'on perçoit, et donc on en tire une croyance, quoi, qui est donc vraie pour nous. Et donc si je déroule encore un petit peu avant d'entrer dans peut-être des exemples, d'où ça vient ? Alors les croyances, ça vient de tout en fait. Ça peut venir de nos parents, de la société dans laquelle on vit, de l'accès qu'on a aux informations concernant le monde, les autres, de l'éducation qu'on reçoit, de ce qu'on a lu ou entendu et qui fait sens pour nous, de nos expériences,
de nos traumas, hein, éventuellement aussi, beaucoup, Mhm. de nos perceptions, de nos réflexions. Et en fait, les croyances, quand je disais de nos parents, c'est nos parents qui vont nous transmettre leurs croyances aussi, de notre milieu socio-culturel. Parce que en fonction de là où on évolue, on va tenir des choses pour vraies, surtout quand on est enfant. En fait, on se construit on remet pas toujours tout en cause. Hein, Non, surtout pas à cet âge-là. Voilà. On prend tenu pour vrai souvent ce que maman dit ou papa dit ou ce que maman fait ou papa fait. Exactement. L'environnement, même la structure familiale, elle y participe énormément, énormément. Et il y a aussi les injonctions et les petits proverbes pas forcément toujours sympas, ou les petites expressions qui sont en réalité des petits tacles, mais c'est des expressions, donc on les dit pour rire. Les religions, et puis comme expression, j'avais pensé par exemple, il faut souffrir pour être beau ou belle. Des trucs La comme curiosité ça. est un vilain défaut. Aussi, Un ouais. classique. Ouais, classique. Petite idée comme ça qui te vient. Ne mets pas les doigts à la porte. Sinon, tu risques de faire passer très fort. Dixit, jette la main de la RATP. Tadam. Bon, Je sais pas ça s'il quand s'appelle même. Jeannot. J'ai vu s'il s'appelle Jeannot, mais bon. Ouais, mais Ouais, non, mais c'est ça, un contre-exemple. c'est un- Mais par exemple, un homme ne doit pas pleurer. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Et puis, du coup, si on part un petit peu sur les exemples, là, en fait, je suis en train de lire Dragon Ball à mon fils. Et donc, c'est vraiment le tout début, quand t'as Son Goku qui découvre la société, on va dire, qui découvre les autres humains, qui découvre les filles. Et du coup, là, on a vraiment un personnage qui a un peu vécu en vase clos. Et donc, il a certaines croyances ou méconnaissances même, qui vont avoir pour conséquence des comportements que les autres qui ont les connaissances ou d'autres croyances vont juger étranges ou alors malpolis, déplacés, tout ça. Et donc, dans le manga, ça va être un ressort aussi, soit un ressort dramatique, soit un ressort comique, en l'occurrence comique pour Dragon Ball. Et tout ce qui est perception et croyance, c'est aussi les bases de la scénarisation. Ouais. Si je prends un exemple, toujours de Akira Toriyama avec Dr. Slump, le docteur Norimaki, il a cette croyance qu'en créant Harale, il pourra choper l'institutrice, quoi. Ah, mademoiselle Bomino. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est devenu, après, grâce à ça, c'est devenu un ressort comique que il se croit un génie et dans un sens, ça l'est parce qu'il crée des inventions de plus en plus farfelues à chaque fois et toujours dans cette croyance j'assouvis mon côté, mon désir d'être un génie et de montrer, regardez, j'en ai sous le capot pour un peu impressionner les gens, quoi. Donc ça, cette croyance-là, elle va dans le sens, dans le côté un peu comique et aussi de satisfaire aussi son ego, quoi. Même si son ego est rétamé à chaque fois par Harale et puis tout le monde derrière. Mais c'est parce que c'est le ressort comique qui veut ça, quoi. Après, je pense que les croyances et leur utilisation, je pense qu'en fait, il y en a dans tous les mangas, puisque en fait, les croyances, c'est aussi, ça fait partie de nos personnalités. Enfin, c'est des choses qui sont ancrées en nous. Et après, ce qui est intéressant, par contre, c'est que elles sont pas immuables. C'est-à-dire qu'on a des croyances et en fonction de nos expériences et de l'évolution et des savoirs qu'on acquiert, on peut se rendre compte qu'on avait une croyance qui était fausse, qui avait ses limites. Voilà, qui avait ses limites, parce que j'aime pas. En fait, j'ai bloqué sur le fait de dire qui était fausse parce que c'est un absolu et c'est pas ce qui est important aussi dans la notion de croyance. Vraiment, c'est la perception. Et moi, une de mes croyances, on peut partager ou ne pas partager les croyances des autres d'ailleurs. Une de mes croyances, c'est de me dire qu'il y a autant de monde que d'êtres humains, d'êtres vivants et de perception. Attends, j'ai pas compris. Il y a autant de monde que d'êtres vivants. Il y a autant de monde que d'êtres vivants. Il y a autant d'êtres humains qu'il y a de perceptions. C'est ça.
En fait, parce que chacun... Je décroche. On a, en fait, on a tous notre propre perception du monde. Ouais, ok. Donc, si on considère qu'un monde, c'est une perception, Ah, eh ben, dans il y a ce sens-là, autant d'accord. de monde que d'êtres vivants. D'accord. Ok. Et bon, une façon peut-être un peu plus juste, c'est de dire il y a autant de perceptions du monde que d'êtres vivants. Parce que après, il y a peut-être le monde, comme on pourrait dire, pragmatique. Le peuple. Le monde tel qu'il... Pas le peuple, mais je parle du monde au sens... la Terre, par exemple. Pas forcément aux êtres vivants. Mais en fait, moi, je considère... Enfin, je pense vraiment que comme on a tous des filtres et des expériences et chacun de nous est différent, et on perçoit pas du tout le monde de la même manière, même si il y a toujours, on peut avoir des points communs. Il y a autant de perceptions du monde que d'êtres vivants, et du coup, faut que tout ça cohabite pour réussir à vivre tous ensemble, quoi. Donc ça, c'est cette croyance-là, ça c'est une de tes croyances. Voilà. Donc après, faut tricoter sa propre vie Ouais. avec ça. Ah, Quoi. c'est vrai. Comme quoi. Ouais, c'est pareil. Moi, c'est plus petit. Je pensais que tout le monde avait des pouvoirs. Mais je pense que du coup, c'est parce que je regardais beaucoup de dessins animés et tout. Mais je pensais que tout le monde avait des pouvoirs et que c'était caché, quoi. Et donc, on avait tous un pouvoir inné et que je comprenais pas pourquoi les gens le développaient. Il y avait pas. Et donc, ça, c'était une vraie croyance. C'était parce qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Donc ça veut dire que t'aurais ceux qui auraient des pouvoirs et puis les autres, bah non. C'est comme ça que je l'entends quand tu me le dis. Ouais. Ah d'accord. En fait, je pense pas qu'il y a... Après, c'est le mot pouvoir Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on met dedans. Ouais, qu'est-ce qu'on met dedans. Mais si je mets vraiment le mot pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. D'accord. Ah, c'est marrant parce que moi, justement, quand tu l'as dit, ça m'a activé et j'ai toujours cette croyance-là, en fait, c'est que chacun possède une faculté latente qui est de l'inné, mais chez certains, c'est pas développé et j'ai accepté que ils la développeront probablement pas. C'est la différence que j'avais avec avant. La différence de moi, moi j'ai dit pouvoir. Ouais. Ça t'as dit faculté latente. Ouais, c'est différent. C'est différent. Okay. Parce que justement, la notion de pouvoir amène à la notion de puissance. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de... La puissance est partagée. Et donc, avoir une faculté innée, ça, pour moi, c'est concret. On a tous... mais les gens pour qui c'est complètement abstrait. Ouais. C'est pour ça que je mettais faculté innée parce que j'incluais dedans des choses qui seraient pas forcément de l'ordre du mesurable par les méthodes, on dirait, rationnelles. Donc, du coup, c'était plus dans ce sens-là. Je dis que l'idée de pouvoir, quand j'ai mis faculté latente, c'était pouvoir au sens où dedans, en fait, j'ai un pouvoir, tout simplement. Je sais pas, moi, je pousse le truc volontairement en rentrant un peu dans le domaine de la science-fiction, mais j'ai un pouvoir de télékinésie sur les choses. Je peux déplacer un objet. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi à le faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut plus dans ce sens-là que je mettais la faculté latente. C'est compréhensible. Voilà. Et je continue de croire que des gens possèdent des pouvoirs, mais qu'ils ne les utilisent pas, ou soit qu'ils les utilisent pas, ou ils passent, parce que justement, ils croient qu'ils n'en ont pas. Il peut y avoir la croyance, en fait, c'est tellement puissant dans un sens comme dans l'autre que ça peut te conduire à même te sous-estimer ou te mésestimer. Et du coup, croire que je suis pas capable peut aller jusqu'à je ne vaux rien, ou je n'ai même pas comment on appelle ça, le début d'un quelque chose qui pourrait avoir une action sur le monde ou un pouvoir quelconque. Je suis juste là, un bout de chair, qui se survit. Et c'est vrai que celle de l'abandon ou de se sentir un être inférieur, celle-là, elle est assez commune à plein de gens sur l'état, quoi. D'ailleurs, il y a un très bon manga qui s'appelle Les liens du sang. C'est de qui? C'est juste derrière toi. C'est quel genre, en fait? C'est de... Ouais, c'est celui-là. Ce qui est bien chez moi, c'est qu'il y a une bibliothèque assez grande. De Shuzo Oshimi. Ouais, ça raconte... Chez Kiyun. Ouais, en fait, ça raconte l'histoire d'une maman ultra possessive qui a peur d'être abandonnée par son fils. Et du coup,
elle va faire tous les trucs possibles et inimaginables pour garder son fils. Quitte à même blesser d'autres personnes, ou voire pire, d'autres enfants, etc. Parce qu'elle a peur de l'abandon. Et s'il n'y a plus son fils, elle se sent comme une grosse merde, quoi. Et donc, en fait, son fils, c'est sa bataille. Et donc là, par contre, c'est vraiment la peur de l'abandon, la croyance que son fils est son sauveur, c'est sa vie, qui va lui faire tous les trucs les plus inimaginables possibles. Ça va très loin, justement, dans tout ce qui est possible, justement, parce que elle tient tellement fortement à cette croyance-là que ça devient un peu le manga est un thriller et un seinen, mais c'est volontairement provoquant et ça te chamboule aussi quand tu le lis. On chamboule à quel niveau, c'est-à-dire ça te renvoie à toi Ça te renvoie pas à toi, mais tu dis waouh, c'est possible de faire tout ça en ayant cette croyance-là. On le voit du côté positif avec Goku, etc., où justement la croyance d'être le plus fort, il va aussi le faire. Et là, le côté négatif, sur la peur de l'abandon et sur la peur en croyant que son fils c'est sa vie, et à quel prix en fait tu es prêt à payer pour aller dans cette croyance là et soutenir ce truc là alors que il y a d'autres issues possibles. Ouais, mais en fait là du coup on touche à quelque chose d'assez essentiel, je pense, au niveau des croyances, c'est que toutes les croyances qu'on met en place à des degrés plus ou moins élevés, en réalité c'est pour assurer notre survie. Notre survie, notre place dans la société ou le groupe dans lequel on vit, et réussir à vivre dans ce contexte-là, et donc réussir aussi à survivre. Et alors attends, du coup, je regarde dans mon truc de notes parce que j'ai écrit beaucoup de choses. Je vais dans ton sens quand tu relis. Ouais. D'ailleurs, il y a un très bon, toujours, le manga. Il y a un très bon manga justement sur cette croyance de survie, en fait, où l'humain en fait peut aussi se dépasser dans ce cadre-là. De toute façon, au Japon, on voit souvent qu'il y a beaucoup de travail et qu'il se tue à la chasse. Et du coup, il y a cette croyance-là aussi que, en fait, en faisant... Il se tue à la chasse. Il se tue à la chasse, à la tâche, pardon. Il se tue à la chasse, pas fin aussi, c'est vrai. Et après, ça me Sekai. Donc, et donc, il se tue à la tâche. Il y a cette croyance-là au Japon que plus tu restes présent, plus tu travailles et plus tu fais du présentiel, plus tu montres que tu es productif. Plus tu es reconnu. Ce qui est totalement faux et aberrant. Et donc, ce manga-là, j'essaie de retrouver. Il est où? Ah oui, ça y est. Et c'est Bucket 100, Bucket of the List, Bucket of the Dead. Oui. Bucket List of the Dead. C'est 100 Bucket List of the Dead. Donc, c'est 100 trucs à faire avant de mourir, quoi. Et en gros, l'histoire, c'est un gars qui se tue à la tâche parce que il est dans une agence de pub, promo pub, et il se tue à la tâche. Et après, il y a des zombies qui arrivent. Et là, il se dit « Oh, je suis libéré de tout mon carcan !» Ah oui, j'ai vu. Et donc là, il y a Quitte à devenir un zombie. Je fais ce que je veux. Et je fais tous les trucs. Je me fais 100 trucs que je veux faire avant de devenir un zombie. Effectivement, il y a une adaptation. Oui, j'ai vu le film aussi. J'ai vu également. Il y a le film et il y a l'animé aussi qui est sorti sur Netflix. Et pas sur Netflix, sur Crunchyroll. Et du coup, justement, là, il y a l'instinct de survie et la croyance que, en fait, mine de rien, je peux croire en moi. Ouais, en fait, c'est intéressant de voir un peu le cheminement. C'est chez Kana, pardon. Le quoi? Le manga est chez Kana. D'accord. Le cheminement, c'est qu'au début, donc, il arrive dans un boulot en se disant « Ouais, c'est trop mon dream job, je suis trop content, je vais m'éclater, ça va être top. » Et puis, en fait, il est rattrapé par la dure réalité de la vie qui est boss, et puis en plus... Tutoie à la tâche, voilà, c'est normal. Et tu dois faire ça pour être reconnu par ton supérieur, qui est un sadique. Mais c'est comme ça. Et donc, il y a une espèce
soumission à cette espèce de destin choisi. Un mais allant de soi, qui, pour reprendre un terme d'ethnologie. C'est-à-dire que ça va de soi. Donc, on remet pas en question. Il y a un paradigme, quelque chose qui a été installé, qui est là. Et puis, c'est comme ça. Et là arrive ce truc de zombie. Et tout d'un coup, le gars, il prend conscience que la société, elle a tellement changé d'un coup, que le paradigme, il a complètement changé. Mm-hmm. Et du coup, là, il y a plus les obstacles, il y a plus tout ce qui faisait obstacle à ce qu'il avait réellement envie de faire, et il se pose enfin pour se dire ce qu'il avait envie de faire. Et en réalité, ça, il aurait pu le faire sans les zombies. Sauf que les zombies, ça fait approcher la fin, en fait. Mm. Et en fait, moi, en réfléchissant sur ces histoires de croyances, tout ça, du coup, ça va être décousu par rapport au fil conducteur que j'avais imaginé, mais c'est pas grave. On tombera sur nos pattes. En fait, le fait de savoir qu'on va mourir, en réalité, ça devrait être un moteur, en fait. Oui. Tu vois, de se dire, on a une vie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et on ne sait pas comment. On espère que ce sera la vieillesse, une mort tranquille dans son sommeil. Mais bon, ce n'est pas garanti. Et donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et ça, est-ce que ça ne devrait pas suffire à se dire, je vois ce qui est important, je me pose, je vois ce qui est important pour moi, et puis ça me donne du courage pour... essayer d'avancer vers mes rêves, faire des trucs qui me font me sentir vivant, en fait. Et apparemment, non, c'est pas suffisant. C'est vrai que dans notre vie quotidienne, la mort est encore tabou, mais on en a parlé, je pense qu'on en a parlé dans une émission, mais on va refaire une émission dessus, mais vu que la mort est tabou, on sait se dire c'est justement c'est pas se dire que ça va arriver, quoi. C'est que il faut vivre. Il y a une sorte d'injonction il faut vivre, alors que l'injonction elle devrait pas exister. Non, parce que de fait on vit. Donc après c'est plus, moi la question que je me poserais, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie, et comment vivre une vie où je regrette pas. Et en fait, moi, alors ça s'est atténué, on va dire, mais à un moment, quand j'ai commencé à bosser, des fois, je me posais, je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et en fait, le fait de me dire, je veux vivre de manière à ce que, peu importe le moment de ma mort, j'ai pas de regrets. En fait, c'était vachement moteur pour moi parce que je me disais comme ça, quoi qu'il m'arrive, quel que soit le moment où je meurs, au moins j'aurais suivi j'aurais été fidèle à moi-même, en fait, et à mes ça veut pas dire faire n'importe quoi. Je parle vraiment de gros projets, hein. Je parle notamment de quand j'ai emmené des rappeurs et des danseurs français au Japon, et qu'à ce moment-là, il fallait que je casse ma tirelire. Enfin, c'était un peu challengeant, sans garantie que derrière, il y a des retours, quoi. Voilà, qu'il y ait des choses qui se passent financièrement, par exemple. Là, tu te dis, je mise mes économies sur un truc, je sais pas tout à fait pourquoi, mais en fait, le seul truc que je savais, c'est que je voulais pas regretter. Et de ne pas avoir essayé, en fait. Regretter de ne pas avoir essayé. C'est très, très, très important. Parce que je dis ce mot-là, de regretter de ne pas avoir essayé. Et en fait, quand on reparlait de 100 choses à faire avant de... Comment ils ont traduit en français ? C'est pas en français, c'est 100 Bucket List of the Dead. C'est Bucket List of the Dead. Bucket List of the Dead. Moi, tel que je le rattache là, avec le sujet de notre émission, c'est que c'est la prise de conscience de la croyance de la croyance qu'on se croit immortel, en fait. Et donc, on se croit immortel, on refuse de penser à la mort comme étant finalement un allié, si je reprends un peu ce que dit Saïd, dans le sens où, et là je reprends juste comme ça entre parenthèses
une petite initiation de Carlos Castaneda par Don Juan Matus, où il y a un chapitre qui s'appelle La mort est un conseiller, et un principe qu'on retrouve un peu dans La voix du samouraï, où tu te lèves le matin en te disant ouais voilà, aujourd'hui je peux mourir ou je vais mourir, et donc de vivre en disant que la mort c'est un conseiller, donc elle peut venir te choper n'importe quand, n'importe comment, avec le sourire ou enfin qu'importe. Et c'est dans ce manga, moi je n'ai vu que la version film, et c'est ce qui m'a frappé parce que c'est le classique de voilà, je vais dans son job de média, je sais plus si c'est du journaliste ou enfin dans dans les médias, dans la pub, production visuelle. C'est vrai que c'est le mec qui est content, il pensait être arrivé, puis il se rend compte effectivement truc de merde, et automatiquement ce déclencheur extérieur, parce que je pense que ça fera le lien tout à l'heure avec comment on modifie des croyances, c'est-à-dire qu'il y a toujours un déclencheur extérieur pour élargir une croyance. Moi des fois je parle d'élargissement d'une croyance, parce qu'une croyance ça peut avoir une limite, et en l'élargissant un peu ça vous change la donne. Et dans cette œuvre, moi c'est ce que j'ai vu, c'est il lui a fallu ça pour se rendre compte que voilà, si demain là je meurs, en fait voilà, remettre je suis mortel. Et en fait je suis mortel, mais depuis là en fait je suis mortel quoi. Et c'est vrai que quand vous éventuellement, alors ça peut être pénible bon, je dis pas de le faire si vous êtes en période de deuil, c'est pas le but du jeu, c'est juste de le reprendre avec un peu de recul pour nos éditeurs. Vous êtes mortel, qu'est-ce que vous faites de ça? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et des fois, oui, mais tu sais, wallo, j'ai ça, j'ai les enfants, j'ai fait, ouais, ok, tout ça, je connais, on connaît tous, ceux qui nous ont précédés ont connu. Qu'est-ce que vous faites de ça? Et j'y repensais parce que quand on a eu les confinements, une des premières choses que j'ai dit à des gens de mon entourage, là, il y a beaucoup de gens, pour la première fois de leur vie, ils vont arrêter leur train quotidien, et ça va être dur parce qu'ils vont se reprendre. Alors je le disais pas avec le terme croyance, mais c'est ce que ça fait émerger là depuis qu'on en discute. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que ok, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je crois vrai? Qu'est-ce que je croyais vrai? Je savais pas que cette routine pouvait s'arrêter un jour, et comme ça, et je me retrouve chez moi face à moi-même. Et ça a fait des dégâts qu'on connaît. Il y a eu, même si ça n'a pas été médiatisé, il y a beaucoup de gens que ça a foutu en l'air, parce que le problème ou l'avantage des croyances, quand on élargit, tant mieux, mais quand on n'élargit pas et qu'on y reste accroché et que c'est limitant, vous pouvez vous effondrer, et puis dire moi j'ai rien au-delà de ça. Et ce manga, en tout cas cette œuvre, est un bon exemple de prise de décision à prendre par rapport à la croyance de on est immortel et qu'on sait pas quoi faire de sa vie, mais finalement non, la mort elle est là, elle est présente, et comment ça joue sur mes croyances. Et je trouve que c'est vraiment un très bon exemple de comment un jour vous modifiez vos croyances. Je sais pas, pose-toi la question, je suis mortel ou immortel? Si là ça s'arrête, qu'est-ce que je regrette? Et par rapport à ce que tu dis, et toute la période Covid aussi, la notion de par rapport à la croyance, qu'est-ce que je choisis de croire? Parce que dans un contexte il y avait tellement d'informations. Il y avait des informations, machin, les histoires de complotisme, machin. Là encore, en restant neutre, à un moment, moi je me suis dit, bon, qu'est-ce que je choisis de croire? Qu'est-ce que je prends par rapport au contexte où je suis aujourd'hui pour vivre ma vie, en fait, et qu'est-ce que je priorise? Et c'est pareil, quand on prend la notion de croire, donc la croyance par rapport à quelqu'un, est-ce que tu donnes ta confiance à quelqu'un ou pas? Si, par exemple, tu es avec quelqu'un, tu es ami avec quelqu'un, et tout d'un coup, il y a plein de gens qui te disent du mal de cette personne, bon, qu'est-ce que tu choisis de croire, en fait? Est-ce que tu choisis de croire ces personnes-là? Est-ce que tu choisis de croire la personne avec qui tu es ami? C'est un choix. Et bon, après, tu peux aller décider d'aller vérifier les trucs, ce qui devrait être fait, en fait. Voilà. Ce qui devrait être fait, mais qui n'est pas toujours possible. Donc, des fois, les croyances, c'est aussi des choix. Et en se disant que peut-être c'est faux, mais tu fais le choix de croire. Et je trouve que dans les shonen, on a souvent ça, tu vois, genre
Après, C'est la remise en question après qui est fait justement après, souvent sur. Ils choisissent de croire en quelque chose et après il y a quelque chose qui va arriver, qui va leur dire ah tu vois sur ça tu t'es peut-être un peu trompé ou remets-toi en question quoi. Ouais, bah moi je pense par exemple aux héros de shonen donc dont on disait qu'ils avaient cette candeur. C'est souvent eux qui vont dire je choisis de croire en toi, vas-y et tout. Et puis, après, ça prend j'ai pas d'exemple précis là, mais ça va prendre une tournure, soit qui va dans le sens de, oui, grâce à... J'ai cru en toi, mais j'avais raison, et du coup, on est tous contents. Ou, j'ai cru en toi, mais tu m'as trahi, et là, t'as voilà, le drama qui se déroule. Mais en même temps, voilà, c'est un moment, le héros, il a fait un choix de croyance, et puis après, la vie a fait que ça l'a conforté ou pas. Dans Naruto, on a un peu ça. Il croit en Sasuke Mordicus, même si Sasuke il prend un autre chemin un peu plus sombre. Mais Naruto, il croit en Sasuke. Sasuke ne croit pas forcément en lui. Il sait ce qu'il est, mais il ne croit pas en lui. Et Naruto, par contre, il croit et va lui pardonner toutes les exactions qu'il a fait à côté, quoi. Donc ça, tu vois, il y a ce truc-là où le chemin, il y en a qui croient en l'autre et l'autre ne sait pas forcément. Il va suivre grâce à la croyance de son ami le plus proche qui lui donne cette force là, en fait il arrive à le soutenir après quoi. Et c'est pareil dans Boruto où de toute façon c'est Boruto, je spoil rien du tout, c'était dans les premiers chapitres, il y a un combat où il y a tout Konoha est effondré. Et il y a un combat entre deux protagonistes et on comprend que c'est peut-être Boruto qui a fait ça, quoi. Enfin, dans les premiers chapitres. Et justement, c'est cette croyance que c'est Boruto qui l'a fait. Et donc, tout le but de l'histoire de Boruto, c'est est-ce que c'est lui qui l'a fait ou pas et de démonter cette croyance-là. Et c'est toute l'histoire de Boruto. D'accord. Il y a quelque chose qui a été posé, un acte qui a été posé. C'est pour ça qu'il y a la deuxième saison, entre guillemets, qui justement valide, qui enfin va vraiment dans l'histoire qu'on a lu au premier chapitre. Et il y a tout un truc qui a été posé, et d'un coup, il y a un shift, et il y a une croyance qui arrive, qui revient sur le premier chapitre. Je spoil rien du tout. Et donc, c'est qui croire. Il se passe quelque chose, et qui croire. Quels sont les choix que chacun fait. Et ça pose vraiment l'acte de qui croire. Ouais. C'est pour ça que Boruto est vachement bien là. En resuivant, en fait, c'est trop bien, ça va totalement bien avec cette émission. D'accord. Parce que, pareil, il est accusé de quelque chose, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Comment est-ce qu'on va aller rechercher l'information? Il y a il y a aussi des pouvoirs surnaturels aussi, vu que c'est Boruto. Donc, comment s'en dépêtrer aussi? Et est-ce que la croyance, c'est aussi ce pouvoir surnaturel? Le fait que il y a un manga qui est très bien, ce que j'adore, parce que, vu que je suis à la maison, je peux voir tous les titres. T'as inspiration. J'ai des inspirations qui arrivent. Et du coup, j'ai toutes les histoires qui arrivent en tête. Ouais. Et du coup, il y a un manga qui s'appelle Stranger Case, qui raconte un peu ce côté où il y a les mythes et les légendes qui prennent vie à cause des croyances. Donc, tous les cas de figure, en gros, c'est via les rumeurs, etc. Par exemple, une des premières rumeurs qu'on suit, c'est le fantôme d'une jeune femme très jolie qui défonce tout le monde à coups de poutre. Ok. En fait, c'était quelque chose, s'il y a quelqu'un qui est morte écrasée en poutre, et il y a des gens qui disent elle va revenir, elle va revenir, et puis elle va se venger des personnes qui l'ont un peu traumatisée, etc. Et en fait, c'était tellement monté en histoire, en épingle, etc., que ça en est devenu vrai. Ouais, ça l'a fait. C'est comme si la croyance ayant été entretenue, c'est comme si on avait mis de l'énergie là-dedans, et cette énergie, elle s'est regroupée et il y en a eu assez pour donner vie exactement. Et donc se concrétiser. Et ça s'est concrétisé, et le but des deux protagonistes principaux, qui a une autre histoire derrière aussi, mais qui est hyper intéressante, c'est justement d'enlever tous ces trucs là qui viennent de rumeurs qui créent vraiment les choses. Donc là, c'est vraiment sur la pensée créatrice, et du coup les croyances et devient créatrice. Et donc eux, leur but, c'est d'attaquer physiquement, en fait, donc les fantômes, etc. Et en même temps
sur Internet, sur les réseaux, créer des histoires, faire en sorte que les gens trouvent la bonne information, etc., pour que la croyance descende un petit peu, du coup, donne moins de force au pouvoir surnaturel, et que donc en fait on peut plus le battre dans ce cas-là. Donc c'est marrant. Comment tu dis que ça s'appelle ce manga? Stranger Case. Et c'est chez Pika. C'est très intéressant parce que dans le domaine un petit peu, développement personnel entre autres, il y a des zones qui sont un peu tabous à ce niveau-là dans les discussions, dans les sujets de discussion. Soit des gens sont fermés parce qu'ils restent entre guillemets concrets uniquement. Mais moi c'est une là ce que tu viens d'explorer là avec Stranger Case. Ou Allo ouais, après le manga. Ouais, effectivement, je trouve ça assez intéressant parce que moi, je sais que j'ai eu du mal bien souvent à avoir ce genre de discussion-là dans ce domaine-là. Alors, bien sûr, je ne s'agit pas d'être en mode gouroutisme cocasse, mais c'est des choses que j'ai pu observer sur l'aspect pensée créatrice. On le retrouve un peu dans certaines littératures liées à ce qu'on peut rappeler, le pouvoir de la conscience, du subconscient, des choses comme ça, mais de temps en temps, ça fait plaisir moi, je sais que ça, du coup, je vais vouloir le lire parce que ça fait écho chez moi, sur la capacité qu'on a avec nos croyances à produire du réel. Alors, on pourrait objecter en disant oui, mais non, c'est pas parce que tu crois quelque chose que ça se réalise. On parle très souvent, j'ai entendu parler de... Tiens, c'était un allant de soi à un moment donné, le terme prophétie autoréalisatrice, à un moment donné, c'était devenu très courant d'entendre de ce terme-là. On parle plus de prophétie autoréalisatrice, mais qu'est-ce que c'est que croire si on suppose que notre conscience, elle a autant le monde a un impact sur notre conscience, et si, donc c'est pour ça que je le mets au conditionnel, même si j'ai ma conviction profonde à cet endroit, et si notre conscience avait un impact sur le monde, et que justement, parce que je pars du principe que si le monde qui m'entoure, l'environnement, a un impact sur moi, et si l'inverse était possible. Et je le dis parce que des fois, on a des cas, vous savez, quand une personne consulte, il y a parfois des gens qui disent ouais, écoutez, moi j'ai pas de chance, il m'arrive toujours des merdes. Ah, ok. Donc moi ça m'intéresse souvent d'entendre ça, parce que objectivement une personne peut te dire bah ouais, non attends, voilà, il m'est arrivé ça. Il y a un enchaînement d'événements tels qu'il est très peu probable qu'elle en soit l'initiatrice ou l'initiateur. À la base, l'événement s'est produit, bah j'ai pas de chance, ok. Et moi souvent, mais ça c'est vraiment un partage personnel, je dis ok, t'as pas de chance. Et moi je pars du principe que si ça t'arrive une fois, bah ouais, t'as pas de chance. 2 fois, bon, t'as vraiment pas de chance. Et à partir de la 3e fois, je me dis toujours quelle est ta part de responsabilité dans la réalité que tu subis. Si c'est dans le cadre de choses qui te tombent dessus. Et si ta manière d'être ou quelque chose chez toi s'accordait, alors là on peut me dire que je pars en mode barré, mais si ça s'accordait avec ton environnement et que tu déclenchais à ton niveau des événements qui confirment ta croyance. Ouais, c'est ça, voilà, qui te conforte dans ta croyance. Qui te conforte en plus dans ta croyance. Et ah ouais, non, mais peut-être, bon. Et c'est là où parfois moi j'introduis des éléments de modification de croyance, un truc classique, tiens, que moi j'avais, je vais le partager avec vous. Croyance de je suis un lâche. Et le jour où j'ai commencé à modifier cette croyance-là, c'était dans le cadre d'une formation, c'était bon, au niveau sémantique, hein, c'était juste parfois je suis un lâche. Et ça a l'air de rien, mais le parfois, il rajoute un truc, c'est que il dégénéralise la croyance. C'est-à-dire que j'avais une croyance généralisée, je suis un lâche, donc quasiment en toutes circonstances, et parfois, ça présuppose qu'il y a des moments où je ne le suis pas. C'est-à-dire que ce qui présuppose que j'ai peut-être du courage dans d'autres choses, mais que j'étais incapable de le voir avec une croyance de cette nature. Et donc là, vraiment, quand tu parles de Stranger Case, je trouve ça très intéressant et j'invite les gens qui ont peut-être rencontré ça dans leur vie, ils se sont dit tiens, c'est bizarre, j'ai cru ça, et puis boum, bam, si c'est bénéfique, tant mieux. Mais c'est souvent, on s'en souvient quand ça nous pèse, quoi. C'est ah putain merde, pas de chance parce que, et puis effectivement, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un autre modèle dans le triangle de Cartman. Vous avez le bourreau, la victime et le sauveur, et vous avez des gens qui sont souvent dans le mode victime, et ça se répète tout le temps dans leur vie. Et à un moment, tu dis ouais, mais t'as vu, elle a pas de chance. Et quand on regarde les événements d'un point de vue objectif, bah ouais, mince, c'est vrai que quand même t'as pas de chance, quoi. Mais en même temps, ça se répète un peu beaucoup. C'est quoi ta part là-dedans, quoi? Et après, la réponse qu'on peut te donner, c'est facile de dire ça. Oui. Ah oui.
Mais complètement. Ah oui, mais complètement. C'est On va complètement dire, facile. c'est Parce que donc, derrière, moi, j'ai une autre croyance qui est que, et c'est vrai, on peut dire carrément que c'est facile de dire ça. Après, je dirais que c'est facile. Après, je peux argumenter plus, mais je rentrerai pas dans le détail, mais parce que ça fait appel à d'autres notions. Et j'ai pas envie de rendre ça complexe là dans le cadre de notre émission. Mais c'est vrai qu'on peut objecter en disant, oui, c'est facile de dire ça. De la même manière, je dis à la personne, ouais, mais tout le temps, le même truc qui se répète, surtout quand il y a une notion, moi j'interviens surtout quand il y a une notion de pattern. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se répète quasiment de façon systémique. Et là, j'ai peut-être que tu... Alors, je sais pas comment. Alors, parfois, je fais l'idiot parce que j'ai mes convictions profondes, mes grilles de lecture, mais parfois, je fais l'idiot en disant, et peut-être que tu participes à ça sans t'en rendre compte. Alors, de quelque manière que ce soit. Mais non, c'est pas possible parce que là, ok, voilà, je te dis. Et après, des fois, je dis, bah voilà, moi, dans ma culture, je sors carrément du cadre, je change du cadre de référence d'une personne, je dis, bah moi, dans ma culture, voilà ce qu'on dit par rapport à ça. Est-ce que ça te parle pas? Non. Bon, voilà ce que j'ai à te partager. Et je laisse cheminer. C'est pour ça, là, je trouve ça très intéressant, Stranger Case, là, si tu me l'as vendu. Voilà. Tu me l'as vendu, je vais le lire. C'est en 16 volumes ou c'est fini? C'est pas fini, il y en a 20 et quelques. Mais une série complète finie? C'est pas fini, c'est pas encore, on arrive vers la fin. On arrive vers la fin? En tout cas, bah voilà, c'est un aspect de la croyance que je trouve aussi intéressant. C'est fascinant, justement, comment la croyance va te paramétrer quelque part. Et on va arriver petit à petit au mindset. Mais avant ça, en fait, j'aimerais revenir sur comment, dans la vraie vie, on peut disséquer une croyance. En fait, ça va être des pensées et des émotions. C'est vraiment un set. Moi, j'aime bien utiliser le terme cocktail émotionnel parce que c'est rarement une émotion toute seule. Et en fait, tu vois, il y a un petit peu de ci, un petit peu de ça, beaucoup de ci, beaucoup de ça, machin. Et du coup, c'est un cocktail émotionnel qui appartient à la personne qui a des pensées aussi associées à ça. Et donc, ça crée un set qui entretient la croyance. Donc, par exemple, pour reprendre « je ne suis pas capable », voilà, j'y arrive pas, je suis pas capable, j'ai raté, voilà. Il y a plein de manières de se le dire à soi-même, parce qu'on le dit aux autres et on se le dit à soi-même. J'ai raté ma vie, le classique. Ou je suis nul, j'arrive à rien. Bon, ça peut être des choses qu'on s'est entendu dire dans l'enfance. Pourquoi ça m'arrive à moi aussi? Oui. Tout le temps, moi, en mode Calimero. Voilà. Et bon, bah, les émotions qui vont avec ça... ça peut être de la peur, de la tristesse, culpabilité, honte, voilà, des trucs. Doute. Voilà. Dans les croyances limitantes, hein. Alors, j'ai pris un exemple de croyance qu'on va appeler limitante, mais en fait là l'idée c'était vraiment de mettre le focus sur le fait que les croyances, donc c'est constitué d'un set de pensées et d'émotions. C'est pas tu vois, parce que je peux m'amuser à dire je suis nul, machin, sans qu'il y ait d'émotions associées. Bon, après, à force de me le dire, au bout d'un moment, je pense que ça va me tirer vers le bas. Mais bon, des fois, on dit un truc un peu de manière anodine ou sans vraiment le penser. Oui, ça dépend si c'est répété ou pas. Parce que si c'est répété, effectivement, ça devient une croyance que tu te forges, qui est implantée. Qu'on ancre au fur et à mesure, quoi. Puis tu dis, je suis nul, je suis crétin, je suis nul. J'ai plein de potes où mais je suis nul, je suis nul. Et à chaque fois, tu dis, arrête de te le répéter. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, t'es convaincu que t'es nul, quoi. Et c'est ok, je sais que c'est facile aussi de dire ça, mais pour moi, la pensée est créatrice et positive. Donc, plus tu vas penser positivement et plus tu vas aller quelque part dire, en fait, non, je suis pas nul et je peux le faire. Moi, le premier, pour m'être dit, quand je me suis lancé à mon compte, je me suis dit, mais je suis vraiment moins bon que les autres. J'ai pas dit que j'étais nul, mais je me dis, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, dire, il y a eux qui le font bien, il y a lui qui le fait bien, etc. Qu'est-ce que moi je vais apporter de plus? Qu'est-ce que moi je vais apporter de plus? Je suis moins bien que les autres. Et jusqu'au moment où, en fait, il y a eu un shift. Il y a eu un shift. Ah, super, ça c'est très intéressant. Et ça s'est passé comment? En fait, il y a eu deux shifts. Il y a eu un premier shift où
quand j'ai commencé à faire un truc, je vois que ça fonctionne et que j'ai ma propre patte et je comprends que j'ai ma patte dessus et qu'on me valorise dessus. Et le deuxième truc, c'est que quand je voyais que des gens faisaient encore moins bien et qu'ils avaient moins d'expérience et eux qui se lançaient complètement dans le truc. Et là, je fais, attends, mais eux, s'ils le font, pourquoi moi je le ferais pas? Ouais, en fait, ils ont pas de doute. J'ai cet adage, les cons, ça ose tout. Ouais, mais oui. Et donc en fait je me dis mais merde, est-ce que je suis con? Du coup, ouais aussi, bah vas-y j'ose. Ouais. Et donc ces trucs là bah je me dis putain mais franchement c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas quali et tout. Ouais, et... mais alors excuse-moi de te couper, mais là je trouve ça rigolo parce que tu pars d'un truc où tu dis ah j'y arrive pas ou j'ose pas et après bah t'as l'adage les cons ça ose tout et puis dire je suis con c'est pas forcément positif. Ouais. Mais te dire, ok, j'accepte d'être con parce que ça m'arrange et que du coup, je vais oser, je trouve ça chouette, en fait. Parce que, comme quoi, en fait, tout est une question de point de vue. Tu vois, comment on se place. Tout d'un coup, c'est cool d'être con, tu vois. C'est ça, ouais. Donc, tout est une question de perception, finalement, par quel prisme tu regardes une situation et comment tu joues avec, finalement. Ouais, c'est ça, parce que de toute façon, même par rapport au mot con, ça peut être positif ou négatif, on le prend pour soi ou on le prend pour les autres. Et donc, c'est vrai qu'avec ce truc-là, je me suis dit, bah ouais, là, je le prends positivement. Et c'était surtout parce que à côté, je voyais des trucs qui se faisaient et que je dis, non, mais c'est pas possible. Ouais. Ah merde, mais moi, j'ai un potentiel quand même qui est. Ouais, ça dévalorise le métier, ça dévalorise les autres personnes et tout. Mais ils y vont quand même. Et ils y vont quand même. Et je fais, waouh! Et moi, je suis en train de me regarder. À se demander si j'y vais, si j'y vais pas. Non, moi, c'est pas possible. Allez, bon, vas-y, je me lance et je prends le risque. Ouais. De me lancer et on verra. Ça... Et donc en fait maintenant ça fonctionne, mais je prends toujours des risques et je vois que ça fonctionne aussi. Et des fois ça fonctionne pas et tant pis. De toute façon c'est par l'échec qu'on apprend. Et donc là je me dis vraiment si j'avais pas fait ce constat-là sur moi et d'enlever aussi cette croyance de dire en fait je me dévalorise. Ils sont vachement grands, ils peuvent le faire et tout, mais en fait comme je le disais tout à l'heure, en tout premier, on n'a pas de pouvoir, on a juste des dons, on a des facultés, autant les utiliser à notre propre échelle. Quoi. Bah, tu sais, ce que tu dis là, et on le disait un petit peu avant, quand tu as évoqué un autre manga, mais je l'ai plus en tête, c'est pas Stranger Case. Quand tu parlais de Naruto, moi je me suis remis un petit peu aussi pour l'émission sur un animé, parce que là je suis plus en mode animé, pour l'accès à l'information sur nos sujets, et j'étais sur Hajime no Ippo, et le premier épisode, souvent je fais juste du premier épisode, je vois comment c'est structuré, et je trouve qu'Hajime no Ippo fonctionne très bien sur ça, sur les déclencheurs extérieurs, et voilà, par rapport à Naruto ou Boruto, quand tu en parlais, la personne qui croit en toi va induire chez toi la croyance que tu peux, ou que tu as un potentiel qui est là et que tu l'utilises pas. Et donc ce que je trouvais assez dans Hajime no Ippo, c'est un classique de la révélation de pouvoir vue par un mentor. C'est aussi une des fonctions du mentorat. C'est tiens merde t'as un talent, qu'est-ce que tu fais? Puisqu'en gros Hajime no Ippo c'est le gars Hajime de base, enfin pas forcément de base, mais qui se fait mettre en carafe par d'autres. Et puis en fait, il y a une frappe de ouf qui exécute ou qui met en application un truc qu'on lui dit. Oui, bon, alors voilà, positionne bas ton pied, tu l'entres bien dans le sol, tu tournes ta hanche et puis t'envoies ton poing. Et le mec fait ça du plus naturellement possible. Et c'est la fameuse scène avec le sac de frappe qui s'élève et qui limite va s'arracher. Peut-être un peu à la Olivier Tom quand ils mettent des frappes dans les filets des cages de but. Mais ça, c'est dans comment une croyance vous pouvez vous en nourrir ou comment elle peut être insufflée par le regard extérieur. Comme tu l'as dit, on en parlait un petit peu déjà avec Naruto, Boruto, mais c'est aussi un des aspects que j'aime beaucoup dans les mangas, c'est la façon dont ils reviennent là-dessus, sans que ce soit central, mais de le montrer. C'est-à-dire que tiens, bam, je t'insulte ça, voilà ton pouvoir, voilà, et c'est je te le révèle. Et là aussi, la répétition, elle est importante. Parce que je réussis pas d'un coup, je fais un truc de ouf. Mais il va me falloir un temps d'intégration en répétant pour bien
c'était pas un coup de chance. Non, t'as un vrai potentiel, mais il faut que tu le développes parce que, voilà. Et là, la croyance, elle joue beaucoup. Et par rapport à ce que tu disais, ça y est, j'élargirais un petit peu quand tu disais les croyances, ça se nourrit aussi avec pensée et émotion. Et moi, j'ai tout un autre panel, en fait, T'as dit un autre panel, ça? Un autre panel, ouais. C'est-à-dire un panel. Moi aussi. Un autre panel, ok. On en reparlera dans l'émission de cuisine. En fait, un autre panel, c'est-à-dire qu'il y a la croyance, en fait, c'est nourri aussi de ce que j'appellerais moi d'autres niveaux de notre, enfin, un petit peu pensée. C'est-à-dire qu'il y a les croyances, mais qui est connectée à l'identité. À un moment donné, on incarne une identité. Moi, je suis... on se sent dans une identité différente, mais également avec des décisions qu'on prend et des buts qu'on va se donner tout le temps, ou des ordres, ou des missions même. C'est-à-dire, tiens, non, moi, tout d'un coup, ma mission, c'est ça. Mais ma mission, c'est ça parce que je vis telle identité. Mon identité, c'est ça, mais parce que je suis connecté à telle valeur ou critère. En fait, c'est juste pour élargir par rapport à ce que tu dis. Hein. C'est qu'il y a, en même temps, on a... ça, c'est un peu pour dire... par rapport au mindset qu'on entend un peu, c'est parfois quand même complexe. Et un seul mot comme mindset un peu galvaudé oublie que déjà, un être humain, c'est et de la pensée et de l'émotion, de la décision en même temps, de l'identité, une mission ou un but de vie qu'on se donne. Et parfois, ça se transforme, je dirais même, sous une forme métaphorique, où quand on entend une métaphore, moi, je suis aussi balèze que ce distributeur de boissons qui vous délivre à chaque instant, blablabla. Je suis aussi régulier que ça. Là, t'as regardé l'isekai, parce qu'il y a une isekai dessus où t'as un mec il crève comme d'habitude avec un camion et il se transforme en distributeur automatique dans un monde de fantasy. Et du coup, voilà. Et le gars, il est hyper sûr de lui. Enfin, le distributeur automatique est hyper sûr de lui et qui distribue automatiquement des trucs pour aider les gens et tout. Voilà, donc c'est très drôle. Ça a l'air, voilà, c'est pris comme ça, on peut se dire, ouais, bon, mais ça peut aller jusque là, en fait. C'est ça qui est assez curieux avec ce que la croyance peut véhiculer. C'est quand même quelque chose de puissant et complexe. Et voilà, ça c'était pour élargir. Du coup, donc là, on a un peu parlé en désordre de croyances. Vous avez entendu le mot limitante, de croyances du coup plutôt positives qui vont nous servir et de croyances qui vont nous freiner. Et en fait, donc on peut parler de croyances qui nous servent ou qui nous desservent. Et en développement personnel, on parle souvent de croyances limitantes pour celles qui nous desservent. Et en fait, en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, il y a des croyances donc, qui vont nous booster, qui vont nourrir notre activité, nos réalisations, donc qui vont vraiment avoir cet effet moteur. Donc, c'est possible, je suis capable, je mérite, il y a toujours des solutions, des choses assez... Même juste s'autoriser le doute, parfois, c'est une super ouverture. Fin de parenthèse. Ouais, mais comment tu le formulerais l'ouverture au doute, c'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que des fois, un petit peu dans ce que tu partageais, Flavien, parfois on est sûr qu'on est nul, je sais pas quoi, et puis à un moment donné, paf, l'ouverture au doute. Et si, c'est ce truc de et cet état-là, en fait, on ne se rend pas compte que c'est un état qu'on peut mobiliser volontairement. Tiens, je vais m'ouvrir au doute. Juste se donner cette autorisation. Et si je doutais de ma croyance, juste l'autoriser. Ok. Voilà. Mais ouais, du coup, ça serait, si on le transforme en croyance, c'est je peux modifier mes croyances ou je peux. Voilà. C'est ça. En fait. Je peux modifier ma croyance. S'autoriser ça et de savoir que tu peux, vraiment. Ouais. C'est pas genre, je suis bloqué dans un truc. Ouais, très bien. Non, mais je te sens attentif, attention. Oui, c'était parce que c'est. J'essayais de le caser depuis tout à l'heure, je ne savais pas comment le caser. C'est Ranma, c'est totalement ça pour moi. Parce que justement, dans Ranma, quand il devient fille, il a cette croyance qu'il n'est pas enfin, en tout cas, quand il devient Ranma fille, il y a cette croyance qu'il n'est pas capable au début. Et en fait, après, il s'en fout complètement. Bah ouais. Il s'ouvre complètement au truc, il fait, mais en fait, je m'en fous, quoi. Que ce soit garçon ou fille, en fait, justement, je vais faire plus de trucs en étant fille qu'en étant garçon. Par exemple, de manger comme un vorace, il va le faire en étant fille, mais en étant garçon, il fait hop.
je dois garder ma dignité et tout. Mais et le côté quand il devient fille, bah il a tout il lâche encore prise. Et du coup il a cette croyance là justement de en fait c'est lui qui s'inflige lui-même cette croyance là. Et du coup en étant fille, il s'enlève le doute. Je trouve ça toujours intéressant, et c'est pareil pour le père avec quand il se met en panda, il se fait ok, c'est bon, je suis libre de faire ce que je veux. Je peux juste tranquille profiter de la vie et tout. Et c'est pour ça qu'il est souvent en panda, parce qu'il a aucune contrainte, et donc il a plus aucun doute, il a plus aucune croyance, il est juste en train de vivre ce qu'il a à vivre, quoi. Ouais, finalement, c'est un moment s'enlever une sorte de carcan dans lequel on s'est mis, et puis mais en fait, t'es toujours toi, même si t'as plus le carcan, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on a pas mal parlé de croyances donc dites limitantes, et en fait, par opposition aux autres croyances, dont on a parlé tout à l'heure, c'est des croyances qui vont favoriser notre inertie, notre inaction. Le fait de se dire c'est impossible, je suis pas capable, je ne mérite pas, c'est tout le temps la merde, j'ai pas de chance. Et en fait, le but premier de ces croyances-là, et c'est là que c'est tricky, c'est que l'intention positive derrière ces croyances, c'est de nous protéger. On revient à la notion de survie. C'est parce que si je fais ça, je vais mettre dans un danger supposé de mort, très très douloureux. Et donc, vaut mieux pas que j'y aille. Et bon, là, je rentre pas dans des détails, mais quoique on pourrait, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple de ça? Un personnage qui pourrait tout le temps se... en fait, on a souvent des personnages qui vont être poussés par la vie, l'extérieur, ouais. à devoir faire des trucs. Je pense à Évangélion, par exemple. Le héros, là, pour le coup, il est un peu comment... Il est poussé, ouais. Il est vachement dans des pensées négatives, en fait, où il est rien, en fait. Et il mérite pas, il est dans l'ombre de son père, il survit, et il est complètement poussé par les événements à vivre une vie qu'il n'avait même pas imaginée. Donc c'est souvent les événements extérieurs. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, de My Happy Marriage. Oui. Mio, donc l'héroïne de My Happy Marriage. Donc elle, conséquence de traitements d'abus familiaux, de maltraitance psychologique et physique. Elle est complètement... un menu best-of. elle est complètement réduite à quasi à néant, en tout cas psychologiquement. Et donc ses pensées, c'est je vaux rien, elle se fait toute petite, en fait, elle est l'ombre d'elle-même, et c'est encore une intervention extérieure qui va la ramener à la vie, lui dire si tu as ta place, tu vaux quelque chose. Et même si, en fait, rien que le fait d'exister, tu as le droit d'exister et de prétendre à plus que ce que tu t'es... On essaie de te réduire. Voilà, ce que tu t'es autorisé à prendre. Et donc, en fait, à un moment, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, elle dit clairement, je pensais... Enfin, c'était ma stratégie de survie, de me mettre en mode servitude totale, donc de dire tout le temps pardon, de m'effacer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc elle a fait ça pour survivre. Donc au fond d'elle, il y avait quand même une envie de vivre. Oui. Et donc on est quand même dans un personnage qui se met, qui est complètement effacé, qui s'efface d'autant plus, mais pour survivre. Et je trouve ça intéressant. Le mot tu viens de prononcer 3 fois, c'est survivre. Ouais. Donc c'est si on découpe, on sure et on vit. Donc dans tous les cas, c'est que tu veux vivre quelque chose, mais beaucoup plus fort, malgré tout ce qui se passe, quoi. Donc il y a toujours cet appel
on en a parlé aussi on en a parlé aussi avant d'enregistrer aussi le podcast, mais du coup avec les moteurs humains, et la survie est innée aussi en nous, quoi. Donc c'est quels sont nos mécanismes de défense. On a tous des mécanismes de défense que le cerveau met en place, ou que ce qui est juste animal. Et donc j'ai très vite résumé ce que tu as dit, Albolo. Non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et donc chacun peut mettre ça en place, et ce qu'on voit dans la Happy Marriage, c'est le premier truc, c'est je m'efface Complètement. Mais c'est d'autant plus touchant dans ma Happy Marriage, parce que moi, je me suis senti un peu concerné par le sujet, quand ça va jusqu'à toucher, en fait, votre identité propre. C'est-à-dire, ce qui est ressorti quand j'ai commencé à regarder la série, c'est là, on est face à une personne dont ce que j'appellerais vraiment le soi profond, c'est mis de côté. c'est mis de côté. C'est, je vais survivre, mais je vais pas déranger les autres. Mais je suis là. Et c'est parce que ce soi profond là n'a pas clamsé, entre guillemets, qu'elle est pas morte, qu'elle s'est pas suicidée. En fait, c'est cette partie-là, je crois, qui cherche à survivre. Mais le danger, c'est comme ça que ça peut être vécu chez certaines personnes. Le danger, être soi est en fait un danger. Et c'est pour ça que vous avez parfois des gens qui sont des stratégies complètes d'effacement, parce que le fait qu'ils soient eux-mêmes constitue un danger, parce que sans trop vouloir spoiler, le fait que si elle est vraiment qui elle est dans My Happy Marriage, ça a des conséquences carrément totalement sur l'environnement dans lequel elle est, culturel, social, peut-être même politique. J'ai pas vu la fin. Mais en fait, moi ça m'a vraiment beaucoup parlé. Je vais vous raconter une anecdote qui faisait Gab, ton anecdote, je fais juste une rapide parenthèse par rapport à My Happy Marriage pour ceux qui nous suivent. My Happy Marriage, c'est édité chez Kurokawa. L'autrice, j'ai plus le nom en tête. Alors, l'autrice, en fait, à la base, c'est un light novel. Œuvre originale, Akumi Agitogi, pardon. Manga Rito Kosaka. Et design des personnages. Design de personnages, Tsukihiro Tsukioka. Et donc c'est un light novel à la base, qui a été écrit par l'autrice qui a prononcé Sae par Akumi Agitogi. Et l'anime est tiré du light novel en se basant sur les chara design qui a été fait sur le manga. Et le manga, en fait, il y en a un par an, ou voire 2 par an qui sortent, aussi bien au Japon qu'en France. Donc ce que vous voyez dans l'animé va être un peu différent de ce qui va être dans le manga. Voilà. Okay. C'est juste que le manga est une adaptation du light novel, comme l'anime est une adaptation du... en fait, les deux sont séparés. C'est pour ça que dans les traductions, c'est pas pareil. Les grotesqueries, dans le manga, c'est pas des grotesqueries. Oui, parce que c'est bizarre en plus comme nom pour dire des trucs surnaturels. Dans le manga, c'est dit c'est des êtres surnaturels, des fantômes, des créatures surnaturelles. Qu'est-ce qu'ils ont fumé à ce moment, les traducteurs, ça m'a paru un peu curieux, mais bon. Ouais, donc il y a vraiment un truc. Du coup, il y a des différences aussi bien dans l'approche que dans l'approche, que dans la traduction, et pareil sur le caractère des personnages. L'anime prend un tout petit peu de raccourcis, alors que dans le manga, il y a des trucs qui sont un peu plus subtils. Voilà. Ok. Voilà, petite, je ferme la parenthèse, parce qu'il faut, pour moi, il faut contextualiser un peu. Ouais, il faut contextualiser un peu, et c'est pas dire que l'anime prend tout en compte. Le manga est aussi quelque chose à lire, et vachement plus poignant aussi, je trouve. D'accord. Aussi. Ok. Bon, ça me fera une lecture à ajouter dans mon agenda. Donc, par rapport à My Happy Marriage, l'anecdote que je voulais raconter et qui m'a beaucoup parlé, notamment à travers le personnage, dans son côté, sa déférence un peu excessive, c'est j'étais en formation, donc pour le coup en PNL, et à un moment donné, on avait une séance de feedback. Alors c'est quoi PNL ? Alors PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. C'est un mot très compliqué pour parler simplement de la capacité à travers la structure du langage à changer nos états émotionnels, nos stratégies, voilà, pour faire très simple. C'est comme ça que je le dirais aujourd'hui. Et la PNL en tant que telle a une finalité qui est surtout la modélisation de compétences d'autres personnes, où je vais rechercher dans la structure de ton langage tout ce que tu mets en place d'un point de vue psychologique, et aussi donc ce qui inclut les émotions, les décisions, enfin tout un on va dire un bataillon
de compétences ou de savoir-être que tu as, et que je me les approprie simplement en te modélisant. Mais ça, avec juste une interview d'1h30, je sais pas, admettons, t'es le meilleur cadreur, meilleur réalisateur d'émissions de podcast au monde. Merci. Et du coup, toi, ça fait 10 ans que tu possèdes ça, et la modélisation avec la PNL va me permettre d'aller chercher toute la stratégie que tu mets en place. Et en principe, en me le réappropriant, je peux faire la même chose que toi en moins de temps. Donc voilà, ça c'est tel que je l'ai appris. Mais donc, dans le cadre d'un feedback, parce qu'on regarde comment on évolue, mon formateur me dit, alors il me donne pas mal de feedback de reproduction, c'est-à-dire des choses que je fais bien, ouais, voilà, tu fais ça bien, 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 et puis je peux prendre des notes. Et je prends pas de notes. Et à un moment donné, il me dit, tes lacets sont défaits. Ouais, il y a ça, ça, et puis tu vois, là, ça va pas, et tes lacets sont défaits. Et je note, mes lacets sont défaits. Et là, tout le monde freeze autour de moi. Et ils s'éclatent de rire, parce qu'ils comprennent pas, et moi, je capte pas. Et plus tard, j'ai un pote qui me refait le décodage. Il me dit, mais est-ce que tu te rends compte que le formateur t'a donné tous les feedbacks de choses que tu faisais bien, tu ne notais pas. À partir du moment où il t'a dit les trucs que tu dois améliorer, qui sont pas, t'as noté, et jusqu'au truc des lacets, bon, là, il t'a piégé, c'était juste pour te montrer que on s'en bat les couilles de que tu sais que ce soit pas fait. Mais et lui, il m'a dit, le niveau de soumission que t'as eu à ce moment-là, il était tellement, parce que lui, il était pas du tout dans cet état d'esprit-là, il me dit, mais ton niveau de soumission était tel que lui, il en a halluciné. Et c'est là où, quand je regardais My Happy Marriage, je dis, ah ouais, ok, je vois ce que c'est, moi, dans mon histoire personnelle, ce qui a conduit à ne jamais, mais c'est assez hallucinant parce que j'apprends à le faire maintenant, à ne jamais reconnaître les qualités qui étaient les miennes, quand bien même elles étaient perçues comme extraordinaires, voire exceptionnelles. Et c'est en ça que l'animé, entre autres, me touche, ou le personnage de Mio, parce que oui, effectivement, ça me parle. Donc, et le changement, du coup, de croyance, et quand j'ai commencé à toucher à certaines choses, c'est encore en cours, parce que, j'apprends que oui, là, je suis bon, un truc tout con, ça conduit, pour certaines personnes, je sais pas si ça veut mieux vous parler, la difficulté que certains d'entre nous ont de savoir se vendre. Tout simplement. Oui, oui. Voilà. Comment ça c'est ça que ça peut. Et il y a un moment particulier, moi, dans l'animé, pour le coup, donc retenez bien ce que Flavien a dit concernant les différences, que l'animé est une adaptation du light novel, mais que pour le chara-design, ils se sont inspirés du manga, mais que la structure scénaristique est différente, et le manga en tout cas a l'air plus subtil. Il y a un moment dans l'animé que j'ai trouvé très touchant, enfin moi, parce que j'étais sensible à ce moment-là, c'est dans l'épisode 8, où Mio est maintenant accompagnée par la sœur de son mari, et elle commence, dans son éducation à être une dame, à lui proposer des changements, et les changements de croyance passe parfois par des petites choses, et je sais que ce que je veux dire va peut-être surprendre, mais des fois ça change par le changement d'une posture physique. Ça peut simplement, alors les gens qui pratiquent, les chiropraticiens le savent, c'est que parfois vous allez juste adopter une posture, vous avez une posture, parce que on le voit, elle est souvent voûtée, la tête baissée, puis d'un coup on va dire, bon, tu vas te tenir droit. Le simple fait de se tenir droit, c'est là où on peut voir les interactions entre le physique et le mental, le simple fait de changer de posture a une incidence même sur votre psychisme, et du coup ça peut même aller jusqu'à vos croyances. Et on le voit à un moment donné quand elle lui dit tiens, est-ce que tu pourrais maintenant te redresser de cette manière. On sent que ça lui coûte, ou que ça la dérange, ou que ça la déconcerte un peu, mais ça lui demande de l'habitude, parce que ça a de l'impact sur son psychisme. Elle est plus, en gros on lui dit, sors de ton mode je suis la petite fille, je suis malheureuse, non, tu deviens une dame. Et l'autre chose, c'est un moment où, à l'inverse, elle est ramenée à sa croyance, et la sœur le sait pas, c'est quand tu dis, tu sais, écoute, au lieu de m'appeler, alors je préfère la version japonaise où elle dit Ane-sama, elle dit, en gros, retire le sama, quoi, appelle-moi juste grande sœur. Et il y a une espèce de flash où elle entend le mot Ane-sama, ça la rappelle à sa sœur qui lui disait Ane-sama, c'est juste ce mot-là, et bam, et elle se reproche, sa posture change, elle a les mains qui se crispent un peu. C'est super rapide, et je dis, ça, c'est vraiment des exemples de... Ouais, un trigger qui la remet... déclencheur, mais ça a l'air de rien, mais un déclencheur peut vous remettre dans une croyance limitante, de la même manière que là, elle apprenait dans un changement de posture, mais on le voit bien, quoi, paf, elle se recroqueville, elle a la voix hésitante, elle est en train de revivre, en gros, ce qu'elle était avant,
Et voilà, c'est ce que je voulais partager dans les choses qui m'ont vraiment touché. Voilà. Alors du coup, je profite de la situation. Alors non seulement elle est replongée dans une croyance limitante, mais dans plusieurs, elle est replongée dans son mindset. et donc, je propose que dans l'émission suivante, puisque là on a beaucoup parlé des croyances, on parle... alors au niveau de l'enregistrement, on va enchaîner, mais ça va faire l'objet d'une autre émission. On va parler donc des 7 de croyances. Donc qui sont des mindsets. Bon, là, c'est pas fait exprès, 7 et 7, mais les ensembles de croyances qui créent tout un état d'esprit et une personnalité, une identité. Et aussi, j'aimerais qu'on aborde la question de comment on change nos croyances. Et la question des croyances limitantes cachées, parce que des fois, elles sont pas conscientisées. Et du coup, il y a des choses qu'on essaye de faire et qu'on n'arrive pas à faire, et on sait même pas qu'il y a une croyance qui nous empêche. Et là, c'est très intéressant. Donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous allez écouter dans la prochaine émission ? À la prochaine. À la prochaine émission. Ciao. Ciao. Ciao.